Alors, merci beaucoup. Merci. Je suis bien content d'être ici. Je suis bien content que vous soyez encore là aussi parce qu'il est 5 heures. C'est moi qui ai l'honneur de terminer cette rencontre. Je dois faire une confession publique. J'ai espéré qu'il pleuve. Je le sais, c'est pas bien à ce temps-ci, mais quand même, alors je suis très content que vous soyez ici. Je vais faire une présentation aujourd'hui. Habituellement, quand on parle de logiciels libres en bibliothèque, surtout en bibliothèque universitaire. On parle souvent de libre accès aux ressources de dépôt institutionnel. C'est une de nos préoccupations depuis de nombreuses années. On travaille beaucoup avec le milieu de la recherche, justement, pour intégrer le plus possible de publications scientifiques en libre accès. Cette année, quand j'ai su que j'allais venir parler ici, je me suis dit, bien, on va faire peut-être un peu changement de ce qu'on fait d'habitude, puis essayer de réfléchir d'une autre façon un peu, de voir qu'est-ce que les ressources éducatives libres comme telles veulent dire pour nous et dans le domaine des bibliothèques, et qu'est-ce qu'on fait, nous, à la bibliothèque de l'UQAM dans ce sens-là. Fait que Archipel, le libre accès, c'est très important. Les logiciels libres, ça a un impact fondamental. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la question des quelques éléments de contexte sur les ressources éducatives libres. Le fait d'être dernier aussi, j'ai passé une bonne partie de la journée à dire « OK, ça, ils en ont parlé, ça, ils en ont parlé, check, check, check ». Anne-Frédéric vient de rentrer de clou avec son sur les bibliothèques. Ça fait que je vais passer assez vite ces éléments-là. Je vais discuter un peu des ressources éducatives libres en bibliothèque et je vais vous présenter rapidement, pour finir en beauté, quelques didacticiels, quelques outils qu'on a produits au service des bibliothèques et qu'on a rendus accessibles en libre accès. Donc, ça va être assez... Fait que les ressources éducatives libres, vous avez la définition ici. J'ai une définition de l'UNESCO qui vient de Wikipédia. Je trouvais intéressant de reprendre là. Tu sais, ça fait un peu dans ce domaine-là. Puis Wikipédia, on en parlait, devient de plus en plus important, utilisé, devient avec une légitimité, c'est vrai, au niveau des bibliothèques et du monde académique. On a de plus en plus de demandes, par exemple, nous, aux bibliothèques, pour aller dans des cours, enseigner comment participer à Wikipédia. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Alors, les ressources éducatives libres, on le sait, il y en a une grande variété. Je ne passerai pas trop de temps sur ça, mais il y a les modules, les guides de l'étudiant. Nous, ce qu'on sait plutôt on a travaillé au service des bibliothèques, c'est des objets d'apprentissage. J'aimais bien ce mot-là, qui est moins utilisé maintenant, mais on appelle ça des didacticiels, que j'aime moins bien. Vous venez de comprendre pourquoi. Alors, les 5 R, seulement 5. On a vu ce matin qu'il pourrait en avoir beaucoup d'autres. Alors, retenir, réutiliser, réviser, remixer, redistribuer, c'est la petite partie sur les licences. La question des licences en Creative Commons. Vous avez ici, je vous ai mis un petit tableau qui est tiré d'un site sur le droit d'auteur que je vais vous présenter tout à l'heure et qui détermine les types de licences qu'on peut attribuer. Je pense que vous êtes tous au courant de ça. On a aussi ça, ce petit tableau synthèse-là que j'aime bien, qui reprend un peu et qui fait le lien entre les licences Creative Commons et les 5 R qui permet comment on peut utiliser ça. J'espère que vous êtes encore attentifs à ce niveau-ci. Il va y avoir un petit quiz tantôt. Je vais vous présenter des logos et au hasard, là, je vais demander d'associer les différents droits qui sont liés à ça. Fait que cette chose-là est disponible aussi. Vous allez voir, je vous garde plein de surprises. Qu'est-ce qui se passe dans les bibliothèques? Les bibliothèques sont impliquées depuis le début dans le mouvement du libre accès. Vous voyez que j'avais écrit Open Science. J'ai assisté à la présentation comme vous de M. Staltman. J'en ai profité pour faire un Free Science, une petite correction de dernière minute sur les dépôts institutionnels, les logiciels libres. Wikipédia, j'en ai parlé. La gestion des données de recherche, GDR, on ne rentre pas dans ça, mais c'est une thématique qui est très importante, très d'actualité actuellement avec probablement la nouvelle politique sur la gestion des données de recherche qui va être présentée, c'est pas trop quand, mais par les organismes de financement fédéraux, le CRSH, CRSNG notamment, qui va avoir un impact sur le processus de la gestion et de la façon dont les enseignants vont faire de la recherche.
je dis un impact, on se prépare à ça parce que pour nous, vous le savez, les bibliothèques, une bibliothèque existe par sa communauté, c'est sa raison d'être et sans communauté, il n'y a pas ça. Fait que les services qu'on développe sont toujours en soutien à l'enseignement. Dans le cas des ressources éducatives libres, il y a ça aussi un peu pour les bibliothèques. Souvent, ça va concerner, c'est les professeurs qui vont développer du contenu, c'est les professeurs qui vont mettre en ligne des manuels, des choses comme ça. Nous, on va les accompagner en fonction des demandes. Actuellement, ce qu'on se rend compte pour les ressources éducatives libres, au niveau des bibliothèques, vraiment, c'est embryonnaire et inégal. Certaines bibliothèques vont aller beaucoup plus loin. L'offre de services est très, très variée et puis ça reste à déterminer. Il y a le SPARC qui maintient un site sur les ressources éducatives libres. Je prends mes notes parce que je m'étais dit, peut-être quelqu'un m'a demandé ce que ça veut dire SPARC et je ne m'en rappelle jamais. Alors, c'est le Scholarly Publishing of an Academic Resource Coalition qui est très impliqué dans le libre accès, mais qui est aussi qui développe le site Connect OER, va faire la recension des bibliothèques puis des universités américaines et canadiennes qui ont des ressources en éducation libre. Fait que ça va faire un peu des liens vers ça. Je reviens au site des bibliothèques de l'UQAM. Quand on nous a demandé, moi je me suis rendu compte, je suis à l'UQAM depuis 2014, directeur depuis 2012, on fait des choses, mais on n'avait rien encore de structuré. On n'a pas d'offre de service claire par rapport à ça. On n'a pas encore de position. Même si on est dans ça, il ne restait pas. Fait qu'on a profité un peu, je pense, de la préparation de ce qu'on a fait ici pour développer, pour réfléchir à où on en est, où on voudra aller. On avait des choses, Infosphère, le guide de présentation des mémoires et des thèses, le Carrefour, le site sur le droit d'auteur. C'est des sites que je vais vous présenter. Je vais y aller en live. Je sais qu'on ne fait jamais ça d'habituellement, mais ça aurait fait... On est branché, hein? Oui, OK. Alors, et je vais vous présenter le tout nouveau guide thématique sur les ressources éducatives libres, qui est le résultat un peu du petit travail de réflexion que je vous parlais, qu'on a réalisé. C'est qu'on vient, et c'est tout nouveau, il a été mis en ligne hier soir. Fait que depuis ce matin, puis il y avait quelqu'un qui posait ce matin, est-ce qu'il y a un répertoire ou des ressources? Bien, là, il y en a un maintenant. C'est un guide, c'est un point d'entrée. Dans les bibliothèques, les guides thématiques, dans plein de bibliothèques universitaires, c'est une façon de donner accès et de donner accès à notre communauté. C'est un point d'entrée, dans le fond. Fait qu'on a développé un guide, il est nouveau, il va évoluer, dans lequel on fait une présentation, vous avez les choses, on va vous donner des ressources et on a organisé les ressources en donnant des liens sur qu'est-ce qui se fait en fonction de 4 grandes catégories. On parle des manuels en libre accès, qui est une catégorie qui est faite, qu'on retrouve dans la littérature. Les différents cours qui sont en ligne, ouverts et massifs, les CLOM ou les MOOC qu'on connaît plus. Maintenant, on a mis les didacticiels en libre accès, je déteste ce mot, et les logiciels libres pour le soutien à l'enseignement et la recherche, avec des ressources aussi, c'est intéressant, pour les images. Hein, c'est une question qui revient, prendre des images, est-ce qu'on peut utiliser des images en libre accès? Comment trouver ce genre de choses-là? Donc, sur la musique, sur l'histoire avec des sites. On a aussi, pour notre communauté, rapidement, comment produire des ressources. Alors, on a, dans un certain cas, un processus qui permet de traduire une ressource éducative et de la transformer en ressource éducative libre. Et il y a aussi un outil qui était pour scénariser une intervention pédagogique qui a été développée par M. Paul Hubert de l'Université de Montréal et qui est en accès libre aussi. Fait que vous voyez, on a plusieurs choses. On a une section sur la propriété intellectuelle, d'où vient le petit tableau qui est ici. On a mis une section sur Wikipédia, bien entendu, et qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller, et de la documentation qui va venir. Je voulais le montrer aussi, j'en profite pour remercier Cynthia Lisée, qui est bibliothécaire au service des bibliothèques et qui a travaillé très fort. Moi, je viens vous présenter, mais c'est elle qui a travaillé beaucoup, qui m'a aussi, on a discuté sur le libre accès. Et Louisa Camacho, qui est une technicienne qui a créé, qui a fait la recherche et qui est en charge de mettre à jour le site. Comme vous voyez, si vous avez des ressources que vous voudriez qu'on ajoute, on pourra le mettre. Et ça, ce site-là est accessible ici sous licence. Tiens, Jean-François, qu'est-ce que ça veut dire ces deux petites sous licence Creative Commons? Parce que Jean-François m'a fait une blague sur l'heure du dîner tantôt en me disant...
Oui, 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 j'allais dire, mais je disais que tu m'as fait une petite blague. C'est une licence qui fait de l'attribution et pas de droit commercial. Tous les sites Internet du service des bibliothèques sont maintenant sous cette licence-là, donc ils peuvent être utilisés par d'autres personnes pour être réutilisés, remixés. Je ne vais pas rentrer trop dans les questions de droit parce que il est un peu tard, et puis, mais vous avez ici les attributions qui sont faites. Je vous présente rapidement les sites. J'ai le temps encore un petit peu, oui, je suis correct, je suis dans les temps. Infosphère, qui est un peu comme Diapason, qui est un site qui a été créé au début des années 2000, qui a été très populaire, qui l'est encore, qui a vécu une refonte majeure en 2014, et c'est à ce moment-là que ce site-là a été rendu accessible comme une ressource libre avec une licence Creative Commons. Avant, il y avait une licence, il y avait des droits qui pouvaient être payés pour utiliser le site. Maintenant, ce site-là est complètement ouvert à la communauté et tout le monde peut l'utiliser. D'ailleurs, j'ai une rencontre le 7 mai avec l'Université catholique de Louvain qui nous écrivait parce qu'ils sont à Montréal, qui ont utilisé Infosphère dans le cadre de leurs activités, j'aurais aimé ça vous en parler avant, j'aurais aimé ça les rencontrer pour voir comment ça va aller. Jean-François n'était pas très ouvert à déplacer la date du colloque, tout ça, c'était un peu complexe. Alors, malheureusement, ça s'est pas fait. Rapidement, c'est un site qui permet d'aider l'étudiant à faire la rédaction d'un travail intellectuel du tout début de sa recherche. C'est un site qui est principalement utilisé par les bibliothécaires pour faire l'enseignement. Ça favorise la réussite académique et ça permet aussi, d'une certaine façon, de faire la promotion et de faire l'enseignement des compétences informationnelles, comment distinguer les différents types de documents, par exemple, où on va donner différents exemples, comment faire une recherche d'information où on va proposer à l'étudiant une stratégie, en fait, différentes étapes pour chacune des exemples. On a travaillé, analyser l'information, comment faire la rédaction d'un travail, comment évaluer un livre, parce que les étudiants arrivent souvent beaucoup de difficultés, pas capables de faire souvent la différence entre un article scientifique et un article qui n'est pas scientifique, révisé par les pairs. Alors, il y a un travail à se faire et les professeurs nous demandent beaucoup d'aller dans ce niveau-là. Comment évaluer l'information? Maintenant, vous le savez, le problème n'est plus d'avoir accès à de l'information, c'est de faire le tri. Hein? C'est un peu ça qui est l'enjeu actuellement. Fait que c'est dans cette optique-là que le site a été créé. La rédaction, la question des droits, des sources, comment citer le plagiat, qui est une question qui est dans les milieux académiques, universitaires, au cégep, certainement aussi très d'actualité. Fait que ça, on travaille à développer des outils, à sensibiliser les étudiants. Il y a des boîtes à outils aussi, des choses avec des capsules et des schémas, des documents de travail. Fait que tout ça pour dire que ça aide les étudiants à aller un peu plus loin dans leur démarche puis dans leur travail. Je parlais un autre outil rapidement, le guide de rédaction des mémoires et des thèses. Le second cycle, ça s'inscrit comme ça. C'est une traduction canadienne-française du style APA, l'American Psychological Association. C'est un site qui a été développé par l'UQAM, c'est institutionnel, il y a un comité, c'est pas juste les bibliothèques, et c'est la nouvelle version. Ça peut être ou non accepté, mais beaucoup de facultés vont recommander ce site-là. On vient encore de faire une mise à jour. On a fait un gabarit aussi qui permet pour la rédaction des thèses, parce que nous, actuellement, toutes les thèses de l'UQAM sont numérisées et sont mises dans le dépôt institutionnel Archipel. Ça nous permet d'aller peut-être un peu en amont puis de s'assurer que le travail est bien fait. On a refait le site qui est aussi disponible en ressources libres. On a une belle une nouveauté que j'aime bien. Vous savez, comment créer une bibliographie, c'est assez complexe. Pour les étudiants de la maîtrise et du doctorat, c'est complexe. Ils font toujours ça à la fin. Vous ne savez pas le nombre de fois qu'ils arrivent dans nos bureaux en disant « il faut que je dépose demain ». Et là, c'est la panique parce qu'il y a beaucoup de choses à repérer. Ils travaillent beaucoup avec les logiciels bibliographiques, EndNote. On fait la promotion de plus en plus. Avant, c'était EndNote dans les bibliothèques. Maintenant, Zotero est officiellement supporté par le service des bibliothèques, qui est un logiciel libre qui est utilisé. Et on a mis une nouvelle chose, c'est que tu peux maintenant savoir, en cliquant sur le bouton, je trouve ça super, comment remplir le bordereau de saisie du logiciel bibliographique pour que ta bibliographie soit conforme
au style UQAM et à la façon de faire. Donc, parce que souvent, les étudiants viennent et ils pensent que les logiciels bibliographiques, on peut mettre n'importe quoi, puis il va sortir quelque chose de magnifique, la bibliographie va être faite. C'est un peu, je m'excuse de l'expression, mais ce qu'elle dit, c'est garbage in, garbage out. Fait que ce site-là permet, c'est une amélioration. On l'a fait pour les 3 principaux. Fait que à chaque fois, on a l'information pour remplir. Il y a un gabarit, comme je vous disais, Word, qui a été mis en place aussi. Je veux vous parler encore une autre petite chose. Je vais aller aux bibliothèques. Un site sur le droit d'auteur que vous ne connaissez peut-être pas, qui est tout nouveau depuis avril, qui s'adresse aux professeurs principalement, mais également aux étudiants, qui a été mis en place pour comprendre la notion de droit d'auteur. C'est extrêmement complexe, surtout dans le cadre avec les profs. Comment est-ce que je peux utiliser telle ressource? Vous savez, on parlait dans les bibliothèques, on favorise les ressources libres, mais on fait affaire souvent avec des éditeurs commerciaux qui ont une conception du libre différente de la majorité des gens ici, probablement. Alors, il faut rendre, est-ce que je peux utiliser ce texte-là pour le mettre dans Moodle ou des choses comme ça? Fait qu'on a développé un site basé sur la même structure qui est fait avec, et qui va vous donner accès à différentes ressources, l'explication. Il y a un petit outil d'aide à la prise de décision. Est-ce que vous savez savoir si une ressource est en libre accès ou pas? Bien, vous pouvez suivre ici. Est-ce que l'œuvre est libre de droit? On vous propose une démarche et en fonction de la réponse que vous allez apporter, bien, on va vous dire bien, oui, fait que oui ou non. Oui, c'est libre. Sinon, bien, consultez la section suivante pour aller vérifier ces choses-là. Il y a une foire aux questions qui est en place, qui commence à être développée, mais ça reste à faire. Dernier point, on parlait, on a aussi, juste voir si j'ai fait, peut-être une petite chose, j'en parle moins, mais je trouve que c'est important de vous le dire, parce que ça a été fait, un site qui a été développé avec les universités du Québec. Vous savez que l'UQAM fait partie des UQ, et on a un site qui s'appelle le Carrefour de gestion bibliographique. Je vous montre ça, parce que quand vous avez les logiciels de gestion bibliographique, beaucoup sont en anglais. Alors, il y a un site qui a été créé qui s'appelle le Carrefour de gestion bibliographique et qui est lui aussi libre de droit et qui va donner de l'information en français, de la documentation complète sur l'ensemble, sur les 3 principaux logiciels de gestion bibliographique. Il me reste 10 secondes ou 10 minutes? OK, ça va bien. Sur le coup, je me suis dit, bon, 10 minutes, absolument, je dépasse toujours, mais je ne prendrai pas ça. Donc, EndNote, ça vous donne, ça nous sert d'outil pédagogique aussi et ça permet à l'ensemble, mais ça peut être utilisé autant au niveau des cégeps que des autres universités. Par exemple, vous avez ici, avec des impressions d'écran, tout ça. Fait que c'est un dictaticiel qui est en ligne, qui permet à l'étudiant de se référer souvent, parce que ces logiciels-là, c'est pas... soit EndNote, par exemple, une documentation en anglais. Puis les logiciels libres, Zotero, c'est très bien. Souvent, le problème est au niveau de la documentation. C'est pas aussi bien documenté, parce que comme faire du code, c'est très intéressant, mais écrire de la documentation, les développeurs aiment moins ça. Fait qu'on a fait ce travail-là ici. Dernier point qui est intéressant, qui ne paraît pas, mais on intègre aussi, et Anne-Frédérique en a parlé un petit peu, on a refait notre politique de sélection des ressources documentaires l'année en 2017, et on a mis l'intégration de ressources en libre accès comme une de nos priorités. Donc, on invite les bibliothécaires, les techniciens, quand ils vont découvrir des livres en libre accès, des ressources en libre accès, à les identifier, et on va les intégrer dans le catalogue. On a des bases de données qui sont en libre accès, où on va donner comme DOAJ ou DOAB, qui est document en libre accès pour des livres, où on a près de 11 000 titres qui sont en libre accès. Fait qu'on intègre ces ressources-là, plus les ressources qui sont intégrées via notre site Archipel aussi, où on va aller chercher, on essaie de développer actuellement avec la communauté, d'insérer les cahiers de recherche, rejoindre les centres de recherche pour intégrer une partie de la littérature grise qui est autrement pas nécessairement diffusée, mais qui mériterait et qui est intéressante à mettre en place aussi. Donc, en étant dans Archipel, elle est repérée dans Google Scholar, mais elle est repérée aussi dans Virtuose. Alors voilà, je vous ai fait, je ne veux pas trop, parce que ça peut être lourd à cette heure-là. Ce que je voulais dire par rapport... fait que
c'est ce que je vous parlais, les ressources payantes. Le projet en cours, par exemple, les presses universitaires. On va développer, on s'est rendu compte que les presses universitaires avaient beaucoup de livres en libre accès, mais n'étaient pas nécessairement dans des bonnes plateformes. S'ils ne sont pas dans les plateformes, des fois, on passe à côté. Fait qu'on voudrait mettre en place quelque chose d'un peu plus systématique pour que quand on retrouve des livres en libre accès ou de documents en libre accès, on puisse la répertorier directement. On s'est doté d'une grille avec des critères pour nous permettre d'avoir, parce que de pérennité surtout et de pertinence, parce que, bon, on a aussi, dans notre politique, il faut que le contenu soit de niveau universitaire, académique. On est une bibliothèque universitaire, on prend pas, c'est pas parce que c'est en libre accès qu'on va l'intégrer, il faut que ça respecte un ensemble de normes qui sont de niveau universitaire et qui vont favoriser la recherche. Les enjeux, c'est des évidences, hein, puis les constats. Le libre accès aux ressources éducatives est un enjeu important et d'actualité qui doit être développé parce qu'il n'y a pas encore ça. J'en parlais avec des collègues. Même, j'avais demandé à la personne qu'est-ce qui se fait au niveau québécois dans les bibliothèques universitaires pour les ressources éducatives libres. Et il y a du travail. Il n'y a encore rien. Il n'y a pas de quelque chose de formel, de structuré. Comme actuellement, on travaille beaucoup sur la gestion des données de recherche. C'est d'actualité. Il y a un comité. Il y a un comité au niveau du BCI. On travaille les bibliothèques ensemble pour développer ça. Mais pour les ressources éducatives libres, on n'est pas encore là. Surtout que les bibliothèques, puis je le rappelle, on s'inscrit, si on n'a pas de demande, si on n'a pas, c'est en lien nécessairement avec l'académique. On ne peut pas développer des choses juste pour dire, bien, on va faire ça. Il faut qu'on ait une demande, il faut qu'on, dans une optique de rationalisation et de nos ressources. Fait que si on a des demandes de la part des profs ou des choses comme ça. Le guide thématique est une démarche par ça. On se prépare tranquillement en disant, bien, quand il y aura des réponses, on sera en mesure d'y apporter une réponse claire ou de travailler avec les personnes pour développer des solutions qui sont un peu, je dirais, adaptées. Mais c'est clair que ça va dans notre philosophie. Je pense que les bibliothèques ont le libre accès tatoué sur le cœur. Je regardais tantôt, Anne-Frédérique a eu 30 personnes. Il n'y en a pas un qui a dit « Ah, by the way, c'est pas terrible. » C'est tout le temps, on est dans ça. C'est sûr qu'il y a un mouvement, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est pas toujours facile, hein? Mais on reste déterminé parce que des fois, on va développer des choses. On fait la semaine du libre accès. C'est pas peut-être aussi populaire qu'on aimerait que ça le soit, mais on travaille sur ça pour accompagner l'ensemble de notre communauté, que ce soit les étudiants, les professeurs, les chargés de cours, les maîtres de langue. Et voilà. Et on contribue, fait que, comme il est, je suis correct, je suis dans les temps, je n'ai même pas eu, c'est parfait, hein, mais je pense que vous allez être content. Alors, si vous avez des questions, je prends les commentaires aussi, mais merci. Voilà. Merci, Danny. On a le temps pour quelques questions. Chanceux. Deux questions. Souci de continuité et de cohérence, étant donné que les bibliothèques sont très fortes sur les accès de données ouvertes et tout ça, en fait, le libre accès. Vous vous apprêtez à choisir un nouveau SIGB pour l'ensemble des bibliothèques? Pour le PPS? En fait, pour l'ensemble des bibliothèques québécoises via le BCI. Est-ce qu'il y a des chances que ce soit via des logiciels libres? Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux parce qu'on est dans l'appel d'offres actuellement. C'est sûr que pour les logiciels qui ont la structure pour permettre le regroupement de 18 bibliothèques universitaires en 2 langues, puis tout ça, au niveau, c'est pas juste tant le logiciel qu'au niveau de l'outil de découverte ou des choses comme ça. Fait que je ne crois pas actuellement que dans l'appel d'offres, ça soit une option qui est envisagée. Là. Je ne vois pas qui aurait... sans rentrer, je ne suis pas dans le... Mais ce que ça demande d'ampleur, de traitement au niveau des serveurs, au niveau du soutien qui va être apporté à l'ensemble des 18 bibliothèques, tout ça, je ne vois pas. COA l'ont fait dans le cas des bibliothèques, mais je ne suis pas des bibliothèques collégiales, mais je ne sais pas si au niveau des licences, la gestion des licences, la gestion des accès, toutes ces choses-là, fait que non, on n'est pas là encore, je crois. OK. Vous êtes déçus, je le sens. Oui, mais je ne sais pas ça, mais c'est une décision. Comme je vous dis, la décision n'est pas prise encore. La plateforme partagée de services, l'appel d'offres a été fait,
Qui a appliqué, là, je ne sais pas, mais à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose. Non, c'est ça, on est là, on est dans ça, mais il n'y aura pas encore... il y a eu des démarches préliminaires. Comme je vous disais, c'est un projet qui s'inscrit depuis des années. Peut-être juste pour dire, entre guillemets, on s'en va vers une plateforme partagée, un peu comme il y a dans différents endroits. Il y en a en Ontario, en Californie, où l'ensemble du catalogue, c'est le catalogue des... C'est pas comme si, dans le cas, Anne-Frédérique, tu me diras... Les bibliothèques collégiales, vous avez quoi, mais c'est chacun son catalogue. Nous, c'est un catalogue pour 18 bibliothèques. C'est le même catalogue qui va être partagé avec ce que ça implique de traitement. C'est pour ça qu'il y a une nuance, là, une différence. J'ai réalisé vraiment vite quand je suis rentré à l'université qu'un des outils les plus fondamentaux qu'on a, c'est le plan de cours, le syllabus. Oui. Puis surtout la bibliographie à l'intérieur de ces plans de cours-là. Puis ce qui se passe, c'est qu'on a, tu sais, avec seulement 5 cours sessions, des fois on se retrouve avec de la matière qui se retrouve dans d'autres cours, puis on cherche un peu plus loin, on essaie de trouver les plans de cours ou les syllabus d'autres professeurs, ce genre de choses-là. J'ai cherché vraiment fort pour trouver une banque de tout ça à l'UQAM. J'en ai pas trouvé. Est-ce que c'est dans les plans de faire quelque chose comme ça? Parce que tout ce qu'on trouve, c'est des syllabus de professeurs qui ont leur blog puis qui mettent leur syllabus dessus, mais ça serait super utile, surtout quand on cherche des projets qui sortent un peu des critères de ce cours-là, d'avoir accès à ces bibliographies-là, puis d'avoir une base de données avec les syllabus. Écoutez, je pense pas que ça, c'est un sujet un peu... C'est ça. C'est intéressant. C'est une bonne question. C'est un sujet. Même nous, parce que nous autres, avec la nouvelle politique, on s'est donné, on veut que l'ensemble des documents qui soient dans les plans de cours soient à la bibliothèque. On a vraiment lancé ça, un appel à tous. Mais recevoir l'ensemble des plans de cours, pour nous, avec un objectif d'acquisition, c'est extrêmement difficile. Et il y a un enjeu, je vous dirais, on ne se le cachera pas, politique. Quand on parle de plans de cours, on parle de liberté académique. Est-ce que certains professeurs sont très ouverts, certains départements sont très fermés. Il y a des profs qui veulent, il y a des profs qui ne veulent pas. Il y a des systèmes qui existent pour la gestion, la mise à jour des plans de cours. Et il y a, il y a plein de gens qui demandent ce que vous demandez, que les plans de cours soient librement accessibles, tout ça. Mais actuellement, non, ce n'est pas encore ça. Certains départements, si vous étudiez en sciences politiques, vous n'aurez pas ce problème-là. Les plans de cours sont tous accessibles en ligne sur le site du département. Mais dans d'autres départements, ce n'est pas ça du tout. C'est quoi qui bloque pour rendre ça disponible? Il bloque pour les plans de cours? Je ne connais pas e-bloc personnellement. Je pensais que c'était un logiciel parce que l'autre que je connais, c'est e-Ottawa. Je me disais e-bloc, puis là, je voyais bloc, le blanc de cours, non? Ce qui bloque un peu, je vous dirais, c'est le fait que ça appartient au prof. C'est sa liberté de développer. Dans son plan de cours, il y a aussi, c'est sa matière, ce qu'il va enseigner, c'est son expertise. Hein? Ses références, ces choses comme ça. Fait que je pense que c'est à ce niveau-là que, comme je disais, c'est au niveau de la liberté académique. Il y a des profs qui ne veulent pas partager ça, à moins que ce soit en se disant, bien, je vais tout développer. Il y a plein de raisons. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là. Parce que nous autres, on a les plans de cours, mais on s'engage à ne pas les diffuser, justement, parce qu'on les utilise pour avoir les bibliographies. Mais je sais que certaines universités, c'est l'Université d'Ottawa qui a développé un système, je crois, je me rappelle plus du nom, c'est pas e-bloc, mais c'est... U-syllabus. E-syllabus, c'est pour ça que j'ai mélangé, c'est ça. Hein? UO-syllabus. UO-syllabus qui fait ça. Ça dépend, mais c'est vraiment une décision institutionnelle. Les bibliothèques, dans ça, on n'est pas... Merci, Dany. Merci à vous.